Bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse, la rubrique boursière du magazine Trends Tendance. Tous les mercredis, Pierre-Henri Thomas, journaliste chez Trends Tendance, vous propose un aperçu de l'actualité des marchés financiers. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Keytrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse. Quel est le risque que cette crise sanitaire se transforme en une crise bancaire? C'est la question du jour. Et c'est vrai que l'on se pose aujourd'hui des questions sur les banques et leur santé. A-t-on raison d'avoir peur? La Banque des règlements internationaux, qui est la banque des banques centrales et qui est la vigie des risques financiers dans le monde, n'est pas rassurée en effet. Pourquoi? Parce que, dit-elle, ce n'est qu'une question de temps avant que la situation s'aggrave sur le front des faillites et donc du chômage. Selon les estimations de la BRI, le nombre de faillites pourrait bondir de 20% en 2021. Une vague de faillites donc qui viendrait mettre le feu au taux de chômage. Et si ces prévisions se concrétisent, il y a évidemment un danger majeur de voir l'incendie se propager aussi au secteur bancaire. Les banques ont déjà provisionné des sommes records au premier semestre pour faire face à d'éventuels défauts de paiement. Le montant des provisions pour un pays représente à présent 8% des fonds propres des grandes banques, ce qui est 4 fois plus qu'en 2019, et cela ne pourrait être qu'un début. Bon, alors c'est vrai, le rôle d'organismes comme la BRI est de tirer le signal d'alarme, mais ce n'est pas pour autant que les risques qui sont pointés vont se concrétiser. Plusieurs éléments sont là pour nous rassurer. D'abord, les aides des États ne vont pas s'arrêter et vont limiter, c'est en tout cas leur but, le nombre de faillites. Ensuite, beaucoup d'entreprises ont fait le plein de liquidités au printemps et sont donc relativement armées pour passer ce cap difficile. Et puis, même si la persistance des taux zéro réduit leurs bénéfices, les banques peuvent s'appuyer sur la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne leur offre en effet des financements à moins 1%. Du coup, même en achetant avec cet argent des obligations d'État qui affichent des taux négatifs de moins 0,4% par exemple, pour notre lot, les banques continuent à faire du bénéfice quasiment en se tournant les pouces. Mais il y a un point qui fait mal au secteur bancaire, c'est son manque de crédibilité depuis la crise de 2008. Et cela ne s'est pas arrangé avec les dernières révélations du consortium de journalistes qui ont enquêté sur les réseaux de blanchiment d'argent internationaux, montrant l'implication d'un certain nombre de banques européennes. Un énième scandale, une énième mauvaise nouvelle du monde bancaire européen qui ont une fois de plus poussé un certain nombre d'actionnaires à jeter l'éponge, d'autant que les grandes institutions bancaires se font grignoter aussi par la concurrence des fintech, ces petites sociétés qui se spécialisent dans certains métiers lucratifs comme les paiements, les transferts, le conseil ou la tenue de compte. Alors, tout cela s'est traduit par la dégringolade des valeurs bancaires en bourse. En moyenne, les banques européennes cotées se négocient désormais à moins de 0,4 fois leur valeur comptable. Je vous rappelle que pour les autres entreprises d'autres secteurs, on est plutôt à 2 fois leur valeur comptable. Et si l'on rapporte la capitalisation boursière des banques par rapport à leur actif total, on obtient à peine un ratio de 3,5%, alors que ce rapport était plutôt de 27% en 2007. Bref, les actions bancaires n'ont jamais été aussi bon marché qu'aujourd'hui. Il faut dire qu'au cours de la dernière décennie, les actionnaires des banques européennes n'ont pas eu vraiment l'occasion de se réjouir. Un investissement dans l'indice Stoxx 600 Banks, l'indice qui contient toutes les principales actions bancaires européennes, a généré un rendement négatif, c'est-à-dire on tient compte à la fois de l'évolution des cours et du versement des dividendes, de moins 43%. Ça signifie qu'on perdait en moyenne 5,5% par an. Et cela malgré des dividendes souvent importants. Tout cela alors que le rendement de l'indice Stoxx 600, donc celui qui englobe tous les secteurs sur la dernière décennie, est de 96%, soit une différence entre les banques d'un côté et les actions générales de l'autre de 140% sur 10 ans. Et cela n'est pas prêt de s'arranger. Depuis le début de l'année, la performance des valeurs bancaires est très inférieure à la moyenne du marché. On parle de moins 42% pour le Stoxx 600 Bank contre moins 11% seulement pour l'indice général Stoxx 600. Même si les banques ne sont pas particulièrement à risque dans cette crise, on voit donc qu'elles ne parviennent toujours pas à attirer les investisseurs. La parole est maintenant à l'expert de Keytrade Bank,
avec une analyse de l'actualité économique et financière. Le phénomène semble avoir échappé à beaucoup d'investisseurs. Les taux d'intérêt à long terme américains augmentent depuis un certain temps déjà. La tendance n'a d'ailleurs pas davantage retenu l'attention des médias économiques et financiers qui ont tous les yeux rivés sur la crise sanitaire, l'élection présidentielle américaine et le Brexit. Reste que le sujet n'est pas dénué d'intérêt. Après tout, les taux longs américains ont valeur de référence pour le reste du monde. Tout comme celui des actions, le marché obligataire américain détermine l'orientation de ses pendants internationaux. Pour commencer, penchons-nous brièvement sur ce qui pourrait expliquer cette ascension. Premièrement, la plupart des indicateurs économiques continuent d'évoluer dans le bon sens. Chez Keytrade, nous examinons avant toute chose l'évolution de la confiance des producteurs internationaux qu'exprime l'indice JP Morgan Global Manufacturing. Cet indice, qui reflète le sentiment du secteur industriel, progresse de mois en mois, ce qui signifie que l'économie mondiale se porte bien. Les marchés des matières premières rebondissent eux aussi, le prix du cuivre par exemple, augmente depuis un certain temps déjà. Or, l'envolée des prix des matières premières alimente les attentes inflationnistes. En un mot, nous pensons que si les taux d'intérêt à long terme américains sont orientés à la hausse, c'est principalement grâce à la bonne santé de l'économie internationale. Comment l'investisseur doit-il gérer cette évolution et comment peut-il l'exploiter dans le cadre de sa sélection sectorielle ? Il est primordial, pour l'investisseur qui dispose d'un portefeuille mixte, d'opter, au sein du volet obligataire, pour des obligations ayant une échéance relativement courte. 3 ans par exemple, plus l'échéance est brève, plus rapidement il pourra réinvestir les obligations arrivées à maturité à des taux d'intérêt plus élevés, si telle est la tendance. Quant à l'investisseur en actions, il dispose pour composer son portefeuille, lorsque les taux d'intérêt augmentent, d'un certain nombre de possibilités. Comme nous l'avons dit, le bon fonctionnement du moteur économique explique la progression des taux d'intérêt dont profitent les actions cycliques. De même que les actions bancaires internationales. Il existe en effet une corrélation forte entre l'évolution des taux d'intérêt longs et celle des actions financières, puisque les banques peuvent, en cas de hausse, recycler l'épargne collectée en obligations plus rentables et en taux d'intérêt sur les crédits plus élevés. Enfin, les actions de valeur pourraient dans ce contexte amorcer un retour en force. Les actions de valeur sont des titres sous-évalués que l'on trouve principalement dans les secteurs financiers et énergétiques. Elles ont tout intérêt à voir les taux grimper, ce qui les rend plus concurrentielles face aux actions de croissance, leurs concurrentes entre guillemets. Aujourd'hui, les actions de croissance sont les valeurs technologiques, soit les grandes gagnantes ces dernières années. Mais si les taux d'intérêt augmentent, leurs bénéfices futurs doivent être actualisés à des taux plus élevés, de sorte que les cours escomptés baissent. Conclusion, la hausse des taux d'intérêt à long terme américains reflète la bonne santé de l'économie mondiale. L'investisseur en profitera en optant pour des actions financières et des actions cycliques. Bienvenue dans la seconde partie du podcast de l'initié de la bourse. Alors penchons-nous un moment sur l'action du groupe courtésien technologique Barco. Barco, vous vous en souvenez peut-être, a été la star boursière de l'an dernier. L'action avait tellement progressé qu'il avait dû être divisé par 7 afin d'augmenter la liquidité du titre. Avec le recul, on peut se demander si cette division était nécessaire, car après avoir atteint un cours record de 35 € en février, le titre Barco a plongé bien en dessous de 15 € ces derniers jours. La raison, la publication la semaine dernière des résultats du groupe, des résultats qui ont déçu et surpris beaucoup de monde. Globalement, ça donne un chiffre d'affaires trimestriel de 167,4 millions d'euros, soit 99,5 millions d'euros de moins, 37%, par rapport aux 3 mêmes mois de l'an dernier. De même, 2,4% de moins qu'au deuxième trimestre, ce qui est une grande déception. Après 9 mois, Barco a perdu un quart de ses ventes, moins 24,7%, et ce n'est pas encore le bout du tunnel. Du coup, l'action a effacé ses gains spectaculaires de 2019 et retrouvé son niveau de 2018. Le grand coupable est bien sûr la pandémie de Covid-19. Une grande partie du chiffre d'affaires est réalisée dans les salles de cinéma et de réunion, qui ont été évidemment gravement touchées par le virus. Cependant, la surprise la plus désagréable de ce troisième trimestre a été observée du côté de la division santé, qui comprend la fabrication d'équipements d'imagerie médicale. Cette division avait vu ses commandes augmenter de 12% au cours du premier semestre. Et ça avait permis à la société d'éviter une chute importante de ses ventes au cours de ce premier semestre. Mais au troisième trimestre, nous avons assisté à un report des investissements dans les hôpitaux. Et ça a eu pour conséquence que ces 3 mois ont été plus faibles
pour le secteur de la santé, avec un chiffre d'affaires de 59,3 millions d'euros qui a douloureusement surpris les analystes qui tablaient, eux, sur près de 74 millions d'euros. Et ce n'est pas tout, les autres secteurs d'activité du groupe n'ont pas vraiment compensé ce recul du côté de la santé. Le département Entertainment, par exemple, qui fabrique les écrans de cinéma ou les murs LED pour les grands événements, n'a connu qu'une reprise très modeste après le fort ralentissement du premier semestre. Le chiffre d'affaires de 58 millions d'euros est également resté bien en dessous des prévisions des analystes qui tablaient sur 71 millions. Bon, et l'avenir ? Étant donné la férocité de la deuxième vague de la pandémie, on ne peut pas encore vraiment tabler sur une amélioration rapide de la situation pour Barco. C'est que la hausse spectaculaire de l'action l'an dernier était liée assez étroitement à la forte hausse des ventes de ClickShare, un outil de visioconférence. Or, le télétravail massif causé par le confinement du printemps, puis le reconfinement de ces derniers jours, constitue bien sûr un sérieux obstacle au développement de ClickShare. Laissons parler le patron de Barco, Jan de Witt. En 2020, dit-il, c'est une montagne russe, c'est une année de transition. Nous devons donc nous remettre sur les rails d'ici 2021. Comment ? En boostant la reprise des revenus dans toutes les divisions et en réduisant les coûts en dessous du niveau de 2019. Barco table alors sur une reprise de la marge bénéficiaire d'ici 2022, mais en attendant, le groupe courtrézien n'est plus vraiment à la fête. Merci d'avoir écouté le podcast de l'Initié de la Bourse. Vous trouverez plus de conseils et d'analyses de l'Initié de la Bourse demain dans les pages vertes du magazine Trends Tendance. La semaine prochaine, nous sommes de retour avec de nouvelles analyses. Ce podcast est réalisé avec le soutien de KeyTrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique.